On a encore vu dans le journal tout à l'heure de Sophie Le Saint, suite aux récents attentats en Catalogne, le rôle de la police scientifique est aujourd'hui déterminant. On dit souvent qu'il faut avoir du nez pour résoudre une enquête. Et bien justement, Laurence Boviard a rencontré les fonctionnaires de police qui travaillent près de Lyon à la mise au point d'une méthode d'identification grâce aux odeurs. Explication. Jusqu'à présent, pour identifier une personne, on avait la solution des empreintes digitales, du prélèvement ADN et aujourd'hui, on a le prélèvement des odeurs, l'odorologie. Et ici, à Écully, à la police scientifique, ce sont des spécialistes. Bonjour, c'est la voiture sur laquelle nous devons intervenir. Voilà. Donc il suffit que je fasse ça et déjà j'ai déposé une odeur. Complètement. Ou même un contact minime permet le dépôt de l'odeur humaine sur le support. Faire des prélèvements de traces odorantes consiste à poser des tissus spécifiques sur tous les supports qui ont été en contact avec le ou les mises en cause. Entre l'instant T où l'individu a été en contact avec le ou les supports, jusqu'à 72 heures, voire 96 heures après les faits. On récupère en fait l'odeur corporelle de l'individu. L'odeur corporelle, c'est un mélange qui a plusieurs composantes. Il y a une composante primaire, alors ça c'est la génétique qui le détermine. Donc chaque personne a une composante primaire qui lui est propre. C'est vraiment la carte d'identité olfactive de chaque individu. Et puis ensuite, il y a la composante secondaire. Quand on est malade, quand on prend des médicaments, quand on est stressé, on a cette odeur particulière qui est due au cortisol notamment. Et puis après, il y a la composante tertiaire. Cette fois-ci, ce sont des composantes dues aux cosmétiques, au fait qu'on se mette du parfum ou qu'on fume. Et toutes ces composantes, en fait, elles font l'odeur corporelle humaine. Les chiens, justement, ils vont éliminer la composante tertiaire, éliminer la composante secondaire et ne se focaliser que sur la composante primaire de l'individu. C'est ça qui est intéressant. Et tout le long de leur apprentissage, pendant 2 ans, on leur apprend à faire fi des autres composantes et ne considérer que la composante primaire. Nous ne sommes que des lecteurs de chiens et n'avons aucune influence sur le travail de l'animal. Lui seul sait si l'odeur humaine qu'on lui présente au départ est présente dans la ligne ou pas. Il ne peut pas inventer une odeur. En tant que scientifique, on a essayé de décrypter les réponses des chiens. Et on a pu voir effectivement que, au cours de leur formation, les chiens donc améliorent leur performance. Et en plus, au bout de 2 ans de formation, lui, le chien, il ne fait plus aucune erreur. C'est-à-dire qu'il ne confond plus l'odeur de 2 individus. Au bout de 2 ans, il ne peut pas se tromper. Et c'est fiable à 100%. Aujourd'hui, les résultats donc, des identifications, les résultats d'odorologie peuvent être considérés comme éléments de preuve. Ils nous disent simplement que l'odeur de l'individu mis en cause était présente sur les lieux de l'infraction. C'est tout ce que ça nous dit. Quelles sont les étapes suivantes? L'étape suivante, c'est de voir dans quelle mesure l'odeur peut vieillir dans le pot. La trace olfactive peut être prélevée, puis elle est placée dans une grande pièce qu'on appelle l'odorothèque. Et là, la trace, elle va attendre. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on peut attendre? Jusqu'à quand est-ce que la trace qui se trouve dans le pot, elle peut être utilisée pour être identifiée par les chiens? Et bien, c'est sur ça qu'on travaille actuellement. Aujourd'hui, une équipe de scientifiques de Toulouse travaille sur un nouveau système, des éponges qui permettent des prélèvements plus rapides et qui sont analysés ensuite avec des nez artificiels. Mais à ce jour, les résultats sont beaucoup moins performants que ceux du chien car lui ne se trompe jamais. Ah oui, assez étonnant.